Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Peter Schiff, fondateur et PDG d'Euro-Pacific Asset Management, ainsi qu'animateur du podcast The Peter Schiff Show. Il publie également des mises à jour sur X ou Twitter, où plus d'1 million d'abonnés suivent ses commentaires sur l'actualité économique. On peut également ajouter qu'il est l'auteur de plusieurs excellents livres. Merci encore d'être de retour dans l'émission. Oh, avec plaisir. Donc, Trump a ses hauts et ses bas. Je suppose que vous savez, il a récemment annoncé la fin de l'interventionnisme et de la construction de nations en Arabie Saoudite, ce qui est un développement très positif. Mais sur le plan économique, il y a plus de confusion, je dirais. C'est-à-dire que Trump a évidemment augmenté les tarifs douaniers lors de la journée de la libération, et la Chine semblait être une cible clé. Puis il les a supprimés et a déclaré la victoire. Que pensez-vous de cette victoire dans la guerre commerciale? Est-ce un coup de publicité ou qu'en pensez-vous? Eh bien, tout d'abord, Trump a déclaré la guerre, puis s'est rendu et a appelé cela une victoire. La victoire, c'est qu'il nous a sauvés de nous-mêmes, même si ce n'est pas un sauvetage complet. Je ne pense pas que nous soyons tirés d'affaire. Mais, vous savez, Trump n'a jamais eu les cartes en main pour gagner la guerre dès le départ. Je pense qu'il a mal évalué la situation. Toute cette guerre commerciale était de toute façon mal orientée, car les déficits commerciaux ne sont pas le résultat d'étrangers qui nous trompent ou nous arnaquent, ni de mauvais accords commerciaux. Les déficits commerciaux sont le résultat de nos propres erreurs de politique budgétaire et monétaire commises au fil des décennies. Ce ne sont pas des nouveautés. Accuser le reste du monde de causer des problèmes qui sont fabriqués en Amérique ne les résout pas. Se concentrer sur le symptôme, à savoir le déficit commercial, plutôt que sur la maladie, n'apporte pas de solution. Tout cela a été contre-productif. Il n'y a jamais eu la moindre chance de gagner quoi que ce soit. Tout cela n'était que du battage médiatique. Trump pouvait faire semblant d'agir, et maintenant il fait semblant d'avoir gagné quelque chose, mais il n'a rien fait, et il n'a rien gagné. Les problèmes qu'il prétend vouloir résoudre s'aggravent en réalité. Eh bien, vous avez dit que c'était une erreur, parce que les tarifs réciproques, les calculs n'étaient pas très clairs pour moi. Est-ce que cela reposait uniquement sur les déséquilibres commerciaux ou comment a-t-il fait ce calcul? Oui, il ne réagissait pas vraiment au sens légal ou littéral du terme. Il se contentait de regarder les déficits commerciaux et supposait que ces déficits étaient dus à des tarifs inexistants. Puis, il basait le taux du soi-disant tarif sur la taille du déficit par rapport au commerce total. Donc tout cela n'avait aucun sens. Et le monde le savait. C'est pour ça que personne n'a négocié. C'est pour ça que personne n'a rien fait. C'était juste du grand n'importe quoi. Je veux dire, le seul accord commercial que nous avions vraiment, c'était celui avec le Royaume-Uni. Et c'est même pas un accord parce qu'on n'a en réalité rien conclu. Et tout ce dont nous avons éventuellement discuté n'a aucune importance, puisque nous n'avions même pas de déficit commercial avec le Royaume-Uni. En fait, nous avions un excédent avec eux l'an dernier. Donc ils ne font même pas partie du problème. Alors pourquoi négocions-nous même avec eux? Tout cela fait partie du spectacle Trump. Voilà tout. C'est la forme qui prime sur le fond. Peu importe, même si vous perdez, faites simplement semblant d'avoir gagné. Et c'est là où Trump excelle. Et ce n'est pas comme si je critiquais Trump gratuitement. J'ai voté pour lui la première fois. J'ai aussi voté pour lui cette fois-ci. Mais cela n'a pas compté parce que je vis à Porto Rico. Mais j'ai recommandé à mon public de podcast de voter pour Trump. Donc, ce n'est pas comme si j'avais le syndrome de dérangement anti-Trump. Mais, vous savez, je ne suis pas non plus conditionné à penser qu'il est infaillible.
Les gens disent que c'est un maître négociateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est un bon négociateur ou non. Je sais qu'il a écrit ce livre, ou qu'il a fait écrire ce livre par un nègre littéraire, The Art of the Deal. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est un grand négociateur? J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il est un excellent promoteur. C'est un excellent marketeur. Ça, je lui accorde. Non? Je veux dire, il a gagné la Maison-Blanche 2 fois, non? Donc il a su vendre le pays sur lui-même comme produit. Il a fait un excellent travail. Et tu sais, c'est un homme de spectacle. Il avait The Apprentice, il avait ses hôtels, ses terrains de golf, certaines de ses autres entreprises. Tout tourne autour de la marque, non? Il fait du branding, non? La marque Trump. Il met le grand nom Trump sur tout, non? C'est du branding. Et donc il fait la même chose en tant que président. C'est ce qu'il connaît. Donc quoi qu'il fasse, c'est toujours le plus grand et le meilleur. Par exemple, quand Trump avait une entreprise de steaks, il disait ce sont les Trump steaks. Ce sont les meilleurs steaks de l'histoire du monde. Je veux dire, est-ce que les Trump steaks étaient vraiment si exceptionnels? Probablement pas. Mais c'est comme ça qu'il leur a vendu. C'est comme ça qu'il vend sa présidence. Il est le plus grand. Il est le meilleur. Tout ce qu'il fait est le plus grand. C'est le meilleur. Vous savez, et ça c'est Trump. Et donc, vous savez, je ne vais pas prétendre le contraire, comme tant d'autres personnes dans le Parti républicain qui ne font qu'inventer des excuses à propos de cette grande victoire commerciale, à propos du fait qu'il joue aux échecs en 3D et qu'il est le maître négociateur. Oui, il n'a rien négocié du tout. Tout ça, c'est le show Trump. Oh, il est excellent en matière de branding. Il y a eu quelque chose de similaire avec le Yémen. Ils ont bombardé le Yémen un peu, puis quand cela n'a pas fonctionné, il s'est retiré et a revendiqué la victoire. Mais ça marche. On ne peut pas nier son talent pour le marketing. Mais j'étais curieux. Quelles sont les leçons pour la Chine? Est-ce que quelque chose a été accompli? Parce que certains soutiennent que désormais la Chine sait qu'elle doit être un peu prudente, car Trump peut réimposer les tarifs douaniers. D'autres suggèrent que la Chine n'a fait qu'apprendre à rediriger ses exportations pour être moins vulnérable à l'avenir. Certains avancent que la Chine a simplement retenu la leçon importante de ne pas céder au bluff et de rester ferme sur ses positions. Quelles sont, selon vous, les conséquences? En quoi cela a-t-il changé la relation entre les États-Unis et la Chine? Eh bien, je veux dire, je pense que c'est évidemment plus antagoniste. Et je ne pense pas que la Chine apprécie d'être décrite comme notre ennemi. Tout le monde qui parle de la Chine dit qu'ils sont l'ennemi, qu'ils sont les méchants. Il faut battre la Chine. Il faut unir le monde contre la Chine. Évidemment, vous savez, les Chinois n'aiment pas ça. Surtout quand on considère tout l'argent qu'ils nous prêtent et tous les biens qu'ils nous fournissent. Je veux dire, ils sont notre plus grand fournisseur et notre plus grand prêteur. Et le fait que nous les considérions comme notre ennemi ne doit probablement pas très bien passer de leur côté. Donc je pense qu'en coulisses, ils essayent de se sortir de cette mauvaise situation. On ne veut pas être le plus grand prêteur et le plus grand fournisseur d'un pays qui vous considère comme un ennemi. Je pense donc, ils vont essayer de développer des clients alternatifs à qui vendre et prêter. Ils vont détenir moins de dollars. Ils vont acheter moins de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires. Ils vont commercer davantage avec l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Espérons qu'ils consommeront davantage eux-mêmes, qu'ils exporteront donc moins et que leurs propres citoyens achèteront plus, ce qui serait excellent pour eux. Je pense donc que nous avons beaucoup à perdre, car la Chine a été un grand soutien sur lequel nous nous sommes appuyés pour soutenir notre économie. Ils nous ont permis de vivre au-dessus de nos moyens,
et cela a été à leur détriment. Nous en avons tiré profit. Donc Trump se trompe complètement sur la relation. C'est nous qui les avons exploités, pas l'inverse. Mais en ce qui concerne les négociations, vous savez, la Chine a obtenu ce qu'elle voulait. Trump a imposé ses 145 droits de douane et a essentiellement dit qu'il resterait là pour toujours. Point final. Si vous voulez autre chose, il va falloir venir supplier et me lécher les bottes. Et vous devrez faire d'énormes concessions. Peu importe ce que Trump voulait, qui peut le savoir. Parce que la Chine n'a pas vraiment de droits de douane élevés. Mais les Chinois ont dit non. Nous n'allons pas négocier avec vous. Nous n'allons pas céder à votre pression. Nous allons simplement imposer nos propres tarifs sur vous. Et puis Trump a essentiellement abandonné ces tarifs, ce qui était exactement ce que les Chinois voulaient. Et donc les Chinois ont abandonné les leurs. Et Trump a perdu. Je veux dire, la Chine a gagné. Maintenant, est-ce qu'on négocie? Peut-être. Mais nous aurions pu négocier avec la Chine avant d'imposer les tarifs. Je veux dire, la Chine n'a rien concédé. Nous n'avons rien obtenu. Nous avons simplement supprimé les droits de douane parce qu'ils voulaient qu'on les supprime. Mais encore une fois, les droits de douane n'étaient même pas appliqués à la Chine. Ils représentaient une gêne pour les entreprises chinoises. Mais les droits de douane étaient imposés aux Américains. Vous savez, les droits de douane chinois étaient appliqués aux Chinois. Je veux dire, Trump ne peut taxer que les Américains. Et les droits de douane sont une taxe indirecte que les consommateurs paient lorsqu'ils achètent des produits soumis à ces droits. Le droit de douane réel est payé par l'importateur, c'est-à-dire une entreprise américaine. Maintenant, si vous importez directement, si vous décidez d'aller sur un site chinois et de commander un produit qui vous est envoyé directement, alors, lorsque le colis passe par la douane, ils ajoutent la taxe douanière et c'est à vous de la payer. Les Chinois ne la payent pas. Les droits de douane sont payés par les Américains. Cela a toujours été un mensonge. Je l'ai souligné pendant la campagne, lorsque Trump parlait du service des recettes extérieures. Il n'y a pas de recettes extérieures. Toutes les recettes sont internes, et les droits de douane ne font pas exception. Maintenant, vous pouvez éviter la taxe douanière si vous n'achetez pas le produit importé. Donc, vous n'avez pas à la payer si vous n'achetez pas le produit. Mais cela signifie que vous vous passez d'un produit que vous vouliez. Ou peut-être que vous achetez une alternative américaine qui est beaucoup plus chère. Ainsi, vous ne payez pas la taxe douanière, mais vous finissez par dépenser plus d'argent pour acheter le produit parce que vous avez dû acheter la version américaine coûteuse. Vous n'avez pas pu acheter la version chinoise bon marché que vous désiriez. Mais dans tous les cas, soit vous achetez l'importation et payez la taxe, soit vous achetez le produit national et payez un prix plus élevé. Mais l'ensemble du coût retombe sur les Américains. Et les Américains qui en souffrent le plus sont la classe moyenne et les pauvres. Les mêmes personnes que Trump prétend défendre sont précisément celles qu'il pénalise le plus avec ses taxes douanières. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que cet antagonisme est également un effet très négatif de toute la situation. Les États-Unis et la Chine sont vraiment les deux grandes économies actuelles qui pourraient s'engager dans un commerce mutuellement bénéfique. Et en effet, si l'on souhaite de la stabilité sur les marchés internationaux, il faut voir les Américains et les Chinois parvenir à une relation confortable. Mais dans quelle direction les États-Unis ou l'administration Trump veulent-ils aller avec le dollar? Car l'idée principale est toujours qu'ils souhaitent un dollar fort, ce qui est avantageux lorsqu'on détient la monnaie mondiale. D'un autre côté, il y a toujours cet argument selon lequel il existe une incitation à avoir un dollar plus faible pour encourager des exportations plus compétitives et rendre les importations plus chères. Quelle direction cherche-t-il à prendre ici?
Veulent-ils un dollar plus fort ou un dollar plus faible? Ou Ils veulent les deux. Mais évidemment, on ne peut pas avoir les deux. La raison pour laquelle nos déficits commerciaux sont si importants, c'est parce que le dollar est tellement surévalué. Donc la seule vraie façon de réduire significativement le déficit commercial, c'est d'avoir un dollar beaucoup plus faible. Je veux dire, c'est ça qui marcherait. Cela rendrait simplement les importations tellement chères que les Américains ne pourraient plus se les permettre. Donc, les importations diminueraient. Et cela rendrait nos produits beaucoup moins chers, tout ce que nous avons, et donc nous en exporterions davantage. Donc un dollar plus faible ferait l'affaire. Mais bien sûr, un dollar plus faible signifie une inflation beaucoup plus élevée aux États-Unis. Cela signifie des taux d'intérêt beaucoup plus élevés aux États-Unis. C'est pourquoi ils ne veulent pas d'un dollar faible. Et en fait, nous devons emprunter tellement d'argent au reste du monde. Si nous étions honnêtes avec le reste du monde et disions que nous avons une politique de dollar faible, nous ne pourrions pas emprunter, car personne ne voudrait nous prêter, puisqu'il serait remboursé en dollars affaiblis. Donc, pour pouvoir emprunter de l'argent au monde, nous devons avoir une politique de dollar fort. Cela nous permet d'acheter beaucoup de biens. Et puis, vous avez Donald Trump, qui critique la Fed, exigeant que Powell baisse les taux. Eh bien, que se passerait-il pour le dollar si Powell baissait les taux? Le dollar baisserait. Baisser les taux, c'est une politique de dollar faible. Un dollar fort nécessiterait des taux élevés. Donc il dit constamment une chose, puis son contraire. En fait, j'écoutais Scott Bessent, qui a été interviewé, et presque dans la même phrase, il a dit que nous avions une politique de dollar fort, mais il a ensuite critiqué d'autres pays pour avoir renforcé le dollar en disant qu'ils trichaient en sous-évaluant leur monnaie. Donc il dit qu'il veut que les devises étrangères montent, mais il veut aussi un dollar fort. Mais un dollar fort signifie que les devises étrangères baissent. Donc c'est comme s'ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Mais tout cela n'est qu'un tas de balivernes parce qu'ils ne font que parler. Ils ne veulent pas s'attaquer au vrai problème, l'éléphant dans la pièce, à savoir que nous dépensons trop et n'épargnons pas assez, que nous empruntons et consommons trop et que nous ne produisons pas assez. Et cela vient du fait que nous avons un gouvernement fédéral trop lourd et des taux d'intérêt artificiellement bas. Nous avons besoin de coupes massives dans les dépenses publiques et de taux d'intérêt plus élevés. Mais nous n'aurons pas cela parce que ce n'est pas populaire politiquement. Vous ne pouvez rien couper parce que les personnes qui bénéficient de ces avantages seront furieuses de les perdre. Et les politiciens veulent simplement être réélus, donc ils ne sont pas prêts à fâcher les électeurs. Et beaucoup d'électeurs ont beaucoup de dettes, y compris le gouvernement. Donc tout le monde veut des taux d'intérêt bas. Tout le monde veut précisément ce qui est à l'origine de tous nos problèmes. Les gens se plaignent de l'inflation, ils se plaignent de l'économie. Mais si nous avons autant d'inflation et une économie aussi faible, c'est parce que les politiciens donnent au public exactement ce qu'il veut. Eh bien, il y a environ 20 ans, alors que nous étions sur le point d'entrer dans la crise du logement et la crise financière mondiale, je me souviens que vous passiez assez souvent aux informations pour affirmer que nous allions droit vers une crise du logement. Et tout le monde disait, vous savez, que vous étiez fous, que c'était aussi solide que l'or. Et vous avanciez un argument similaire, à savoir que nous dépensons trop et empruntons trop, et que c'est la source des problèmes. Mais bien sûr, à l'époque, je ne me souviens plus du montant de la dette, était-ce 7 ou 8 000 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, bien sûr, la dette américaine
approche les 37 000 milliards de dollars. Probablement plus élevé. Ils ne tiennent même plus de registre parce qu'on a dépassé le plafond de la dette. Alors, qui sait où on en est maintenant? Ça pourrait être 38 000 milliards de dollars. Je veux dire, on n'a même plus de chiffres précis. Mais pensez-vous que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle crise? Et si oui, à quoi vous attendez-vous? Cela va-t-il se manifester par une crise bancaire ou plutôt par une crise monétaire? Comment analysez-vous la situation? Je pense que nous allons connaître une crise du dollar et une crise de la dette souveraine. Je veux dire, c'est comme ça que ça va se terminer. Nous allons continuer à vivre au-dessus de nos moyens jusqu'à ce que nous ne puissions plus le faire. Nous allons continuer à emprunter jusqu'à ce que les prêteurs cessent de nous prêter. Et je pense que nous sommes déjà, vous savez, sur cette voie. La question est de savoir combien de temps cela prendra, n'est-ce pas? Pour vraiment dédollariser complètement, pour en quelque sorte couper cette bouée de sauvetage que nous avons. Je ne sais pas. Mais je veux dire, le processus a commencé. Et à un moment donné, le rythme va s'accélérer. Vous savez, il y a, comment c'était, qui a dit, comment êtes-vous devenu insolvable? Eh bien, lentement au début, puis tout d'un coup. C'est Mark Twain qui a dit ça. Mais vous savez, nous sommes déjà en faillite, il s'agit juste de le reconnaître. Je pense que ça va être lent, puis ça va s'accélérer, mais savoir exactement quand cela passera de lent à rapide, c'est impossible à prévoir. Donc, vous parlez d'un défaut de paiement alors. Sera-t-il honnête ou s'agira-t-il simplement d'imprimer beaucoup de nouvelles monnaies? L'un ou l'autre. Je veux dire, ce sont les deux seules options. Un remboursement légitime n'est même pas envisageable. Donc en ce qui concerne la dette américaine, la question est, comment allons-nous faire défaut? Allons-nous le faire honnêtement et simplement ne pas payer? Ou alors, on fait une restructuration honnête, où l'on dit aux gens, d'accord, vous détenez un bon du Trésor à 1 an qui rapporte 4%. Nous allons le transformer en une obligation du Trésor à 30 ou 50 ans. Donc vous récupérez votre argent, mais ce sera dans 30 ans, pas quand vous le pensiez. Ah, et au fait, nous allons réduire le coupon de 4% à 1%. Donc oui, vous récupérez votre argent si vous vivez assez longtemps. Mais si vous avez besoin de votre argent tout de suite, vous pouvez vendre cette obligation, et peut-être que vous n'en tirerez que 0,10 $ pour chaque dollar investi. C'est comme un défaut de paiement. Une restructuration, c'est essentiellement un défaut de paiement. L'autre option serait simplement d'imprimer beaucoup d'argent et de dire « Ah, combien vous doit-on » Voilà. Voilà, 1 trillion ici, 1 trillion là. On continue simplement à faire tourner les planches à billets. Et donc, tout le monde est payé, mais ils sont payés avec de l'argent qui ne permet plus d'acheter quoi que ce soit. Et c'est pire qu'un défaut de paiement. Donc, soit on fait de l'inflation, soit on fait défaut. Ce sont les deux options. Dans tous les cas, vous êtes perdant si vous avez prêté de l'argent au gouvernement américain. C'est pour ça que je ne prête pas d'argent au gouvernement américain. J'achète de l'or, j'achète de l'argent, j'achète des actions, j'achète des choses réelles. J'ai de l'immobilier. Je ne possède pas de portefeuille d'obligations. Je n'ai pas d'obligation d'État. Je n'ai pas d'obligation d'entreprise. Parce que je sais que je vais perdre. La seule question, c'est comment je vais perdre. Mais le fait que je vais perdre est une certitude absolue. Mais est-ce qu'une forme de défaut partiel pourrait prendre la forme de sanctions? Je pense à ce qui a été fait aux Russes, où leurs fonds souverains ont été saisis. Et du moins en Europe, des personnes comme Macron faisaient valoir que si nous nous contentons de saisir les revenus de ces actifs, alors ce n'est pas du vol. Cela reste dans les limites de la loi.
Est-ce que vous voyez quelque chose de similaire pouvant être fait à la Chine aussi? Ou Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Chinois devraient se débarrasser de nos bons du trésor et de nos titres adossés à des créances hypothécaires aussi vite que possible, parce qu'ils sont notre ennemi. Alors pourquoi ne pas faire défaut, n'est-ce pas? Notre ennemi détient toute cette dette. Pourquoi devrions-nous la rembourser? Pourquoi ne pas simplement faire défaut? Donc oui, si j'étais à la place de la Chine, je me débarrasserais du plus d'obligations en dollars américains possible. Parce que c'est une vulnérabilité. Ils sont vulnérables. Leur talon d'Achille, c'est que nous leur devons autant d'argent. Ils doivent donc changer cela. C'est assez évident. Donc oui, ma dernière question est simplement la suivante. Étant donné que nous nous dirigeons vers une crise, où va l'argent intelligent? Faut-il miser sur l'or, l'argent, ou n'êtes-vous pas très optimiste concernant les crypto-monnaies? Je sais que beaucoup de gens voient les cryptos comme la solution, un instrument contre toutes les banques centrales. Quel est votre point de vue à ce sujet? Les personnes qui voient la crypto comme une solution ont beaucoup de crypto à vous vendre. C'est pour ça que c'est une solution. Si vous possédez plein de crypto, ça résout tous les problèmes. Parce que vous voulez que les gens achètent ce que vous voulez vendre. Mais les gens qui achètent du Bitcoin ou n'importe lequel de ces autres jetons vont perdre de l'argent. Même si le prix augmente, vous allez quand même perdre de l'argent parce que vous allez probablement pas vendre. Parce que c'est tout le mantra, ne jamais vendre. Pourquoi vous dit-on de ne jamais vendre? Parce qu'ils ne veulent pas que le prix baisse. Donc vous devez l'acheter et ensuite ne jamais le vendre. Mais à quoi ça sert alors? Au moment où vous en aurez besoin et devrez le vendre, ça ne vaudra plus grand-chose, ou peut-être même plus rien du tout. Alors, n'achetez pas de Bitcoin ni rien de tout ça. Si vous n'avez pas confiance dans le dollar, l'euro, la livre ou le yen, achetez de la vraie monnaie, pas de la fausse monnaie d'Internet. Achetez de l'or, achetez de l'argent. J'ai une entreprise, ShiftGold. Ils vous aideront à acheter tout l'or et l'argent dont vous avez besoin, vous proposeront un excellent prix et vous livreront rapidement. Nous n'essayons pas de gonfler les prix ou de vous attirer avec des offres pour ensuite vous vendre des pièces de collection ou des trucs bidons comme le font beaucoup d'autres sociétés d'or qui essayent de pousser leurs clients vers des produits à forte marge. Je ne vends aucun produit à forte marge parce que je ne pense pas que les gens devraient en acheter. Et aussi, investissez simplement dans de vraies entreprises. J'ai assez d'éviter le dollar parce que je veux que du nez pour y se place. Donc, mes actions étrangères cartonnent cette année. Europe, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud. Des rendements exceptionnels depuis le début de l'année. Je pense que l'ère de la surperformance des États-Unis est terminée. Et je crois que les actions américaines vont continuer à sous-performer par rapport au reste du monde pendant des années, voire des décennies. Donc, selon moi, vous êtes en avance sur cette nouvelle tendance. Les États-Unis étaient le seul jeu en ville pendant un certain temps. Ce jeu est terminé. Il faut donc maintenant investir à l'étranger. J'ai beaucoup de stratégies chez Euro-Pacific Asset Management. J'ai des fonds communs de placement. J'ai des comptes gérés séparément. Alors, où va l'argent intelligent? Je pense qu'il vient vers moi. Je pense qu'il investit dans ma stratégie. Vous pouvez soit le faire vous-même, soit m'engager pour le faire à votre place. Mais je pense que mon équipe est particulièrement bien placée pour faire cela. Je veux dire, nous connaissons les entreprises qui s'en sortiront le mieux dans un monde où le dollar n'est plus roi, où nous sommes passés à autre chose dans cette relation. Il faut savoir quelles entreprises posséder, car il y aura des gagnants et des perdants à mesure que toute la hiérarchie mondiale sera réorganisée.
Et donc, si vous êtes positionné pour profiter des gagnants et ne pas souffrir avec les perdants, vous allez, selon moi, obtenir des rendements d'investissement incroyables. Et je pense que c'est ce que nous sommes en mesure d'offrir chez Euro-Pacific Asset Management, qui est mon entreprise. Les gens peuvent donc s'adresser à nos représentants pour savoir comment nos stratégies pourraient fonctionner dans leur portefeuille. Donc, pour les personnes qui souhaitent vous contacter, vous et votre équipe, c'est bien europa.com, n'est-ce pas? Oui. Ou Shift Gold. Allez simplement sur Shift Gold si vous souhaitez acheter de l'or ou de l'argent. Mais si vous avez un portefeuille que vous aimeriez que je gère, contactez ma société de gestion d'actifs. Ou si vous préférez le faire vous-même, mes fonds communs de placement, vous pouvez vous renseigner à leur sujet. Vous pouvez tous les acheter sans frais d'entrée. J'ai 5 fonds communs de placement qui, selon moi, vont très bien performer durant les périodes économiques très difficiles qui s'annoncent aux États-Unis. Comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. C'est un grand plaisir. Merci. Très bien. Prends soin de toi. Au revoir.